Moscou. Là-bas, c'est le Kremlin. Et là, c'est l'université. Pourquoi l'Occident est-il si négatif à votre égard? Par crainte. La crainte de quoi? De la Russie. De notre taille, de nos armes nucléaires et de nos compétences dans bien d'autres domaines. Mais c'est une façon de penser d'un autre temps. Les pays de l'Ouest ont un souhait ultime. Il faut être à leur image, accepter leurs règles. Non. Je dois être à l'image de ce qu'attend mon peuple. Pour l'heure, les attentes du peuple russe sont assez différentes. D'ailleurs, pour certains, il n'y a plus rien à attendre de la part de Vladimir Poutine. La Sibérie, à 5 heures de vol de Moscou. Il fait moins 37 degrés. Ici, on résout encore les conflits à l'ancienne. La ville la plus proche est à une bonne heure d'hélicoptère. Vladimir Poutine s'est accordé un week-end de détente. Ici, pas de meeting, pas de manifestants, aucun tapage pour exiger son retrait de la scène politique, sa démission. Vladimir Poutine et son ami Sergueï Shoïgu, ministre des situations d'urgence, ont décidé d'aller chasser le renne ensemble. Ils achèvent les derniers préparatifs. Le fait que son nom soit désormais associé à une certaine image négative de la Russie a sérieusement ébranlé Poutine. C'est une attaque personnelle qui a trait à sa carrière, à son passé. Bien qu'il réagit publiquement en qualifiant les manifestations du peuple de chose la plus naturelle du monde, plus personne ne le croit, et encore moins l'opposition. En conséquence, la réunion de chasse du week-end est un huis clos entre hommes. Quelques amis, des gardes du corps. Calme, détachement, loyauté, voilà ce qu'il est venu chercher. Vladimir Poutine estime qu'il n'a rien à se reprocher, du moins officiellement. Poutine est diplômé en droit. J'aurais pu modifier la Constitution en fonction de mes besoins. On me l'a souvent demandé. J'ai refusé. J'estime qu'il existe des valeurs fondamentales auxquelles le pays doit s'accoutumer. L'arrivée au congrès du parti qui a désigné Vladimir Poutine comme candidat à un 3e mandat présidentiel. Certains voteront, d'autres se contenteront d'applaudir. Ce couronnement a été orchestré dans ses moindres détails. Dmitri Medvedev, le président sortant, attend le signal pour rejoindre l'estrade aux côtés de son successeur, qui est aussi son prédécesseur. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель правительства
Le speaker annonce d'abord le nom de Medvedev, mais la clameur est pour Poutine et la Russie. L'Occident avait tablé sur un second mandat de Dmitri Medvedev. Les Occidentaux qui misent sur un politicien, en Russie, font une grosse erreur. Il ne faut pas miser sur un seul individu, mais sur l'ensemble du peuple russe. Ici, rien n'est laissé au hasard. Ce général aux nombreuses distinctions ne reconnaît qu'un seul candidat. Chers amis, je vous demande de soutenir la candidature de Vladimir Vladimirovitch Poutine pour l'élection au poste de président de la Fédération de Russie. Merci. Puis c'est au tour du jeune entrepreneur dynamique d'exprimer le même souhait. Pour finir, une femme, mère de famille, prend la parole en ce jour de fête des mères. Je soutiens la candidature de Vladimir Vladimirovitch Poutine au poste de président de la Fédération de Russie. Parce que nous, les mères de famille nombreuses, nous, les mères de famille adoptives, avons foi en lui. Enfin, celui qui symbolise l'espoir passé et à venir du parti montre que c'est lui, et non Medvedev, qui est l'homme de la situation. Je suis heureux que la foule ovationne les noms de Medvedev et Poutine. Mais lorsque le peuple acclame la Russie, il doit se faire entendre. Alors tous ensemble. Merci. Les journalistes ne sont pas autorisés dans la salle et doivent se contenter de suivre le spectacle depuis l'extérieur. Une retransmission en direct sur écran géant, une sorte d'instantané à la russe. Dans la salle du Congrès, la chaîne de télévision nationale occupe tout l'espace pour la diffusion à travers le pays. Les journalistes ne feraient qu'encombrer le passage. Le parti exprimera sa confiance au candidat Poutine, lequel obtiendra 100% des suffrages. Naturellement, nos adversaires politiques sont très critiques. Notamment sur la liberté de la presse. Mais c'est leur droit. Ils peuvent s'exprimer publiquement et avec ardeur. Ils peuvent manifester. Les médias fonctionnent de manière parfaitement autonome. C'est bien la preuve que notre société a décidé de ne pas renouer avec le passé. Comme jusque-là, aucun autre parti n'a eu l'autorisation de célébrer l'annonce officielle de son candidat en direct à la télévision d'État, personne, pas même l'opposition, n'émet le moindre doute quant à la victoire de Poutine. Pourtant, quelques semaines plus tard, au mois de mars 2012, l'opposition conteste le chiffre officiel qui proclame sa victoire avec 63% des suffrages exprimés. Qu'importe, la concurrence est balayée. Vladimir Poutine est réélu à la tête du Kremlin. À Moscou, la vie reprend son cours. Ce soir, les personnalités influentes et les nouveaux apparatchiks se retrouvent au théâtre du Bolchoï. Après 6 années de travaux de rénovation, l'établissement mythique rouvre ses portes. C'est l'événement phare du calendrier mondain.
Mais Poutine goûte peu ce genre d'événement culturel. Il préfère le hockey sur glace. Et parce qu'il n'a jamais vraiment été un fin pratiquant, il lui arrive de passer des heures à s'entraîner seul, dans une patinoire de banlieue. Les distances qu'il prend vis-à-vis de son prédécesseur et des nouveaux riches profitent à sa campagne présidentielle. Le hockey sur glace est un sport très populaire en Russie. En tant que président, Poutine peut facilement se mettre en scène lors d'événements sportifs. Il peut s'entraîner des heures s'il le faut. Saint-Pétersbourg, la ville la plus importante de Russie après Moscou. C'est là que Vladimir Poutine a grandi dans les années 50 et 60. À l'époque, la ville s'appelle encore Leningrad. Poutine n'a jamais connu ses deux frères aînés. Ils sont morts jeunes, bien avant sa naissance. J'ai passé le plus clair de mon temps dehors, avec d'autres garçons. Ils étaient tous comme moi. Nos familles n'appartenaient pas à la classe privilégiée. Il n'y avait aucun fonctionnaire du parti. Les enfants que je côtoyais étaient tous issus de la classe ouvrière. Nous passions nos journées dans la cour, du matin jusqu'au soir, et parfois tard dans la nuit. Les parents nous récupéraient quand ils rentraient. Dans l'appartement communautaire, mes parents et moi occupions une pièce de 25 mètres carrés. Il y avait aussi une famille de 3 personnes et une autre de 2 personnes. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, peu de villes ont autant souffert que Leningrad. Durant 871 jours, les troupes allemandes ont assiégé la cité. Privés de vivres, des centaines de milliers d'habitants sont morts de faim. Le père de Poutine a été gravement blessé au combat. La famille survit à la guerre et au traumatisme qu'elle a engendré. Je ne peux pas dire que nous étions une famille démonstratrice. On se parlait très peu. Chacun menait sa propre existence. Nous nous entendions bien et mes parents sont restés ensemble toute leur vie. Il n'y avait pas d'effusion de sentiments, pas de drame, ni de tragédie. Mes parents n'étaient pas portés sur ce genre de choses. Son père était ouvrier. Il réprimandait toujours Vladimir pour quelque chose. Il aimait son fils, bien sûr, mais il ne voulait pas paraître trop laxiste.
Sa mère était la bienveillance incarnée. Elle s'efforçait toujours d'éviter les conflits. Pas de querelle, c'était son credo. Son père était très différent. C'était un ouvrier, tout simplement. Le club de judo de Poutine se retrouve au gymnase. C'est là qu'il s'entraînait lorsqu'il était adolescent. Dès son plus jeune âge, Poutine cherche à s'affirmer et à s'imposer. Il est vrai qu'il n'a jamais eu un physique d'athlète. Comment je suis venu au sport? Jusqu'à l'âge de 8 ans, nous étions tous pareils. On courait dans la cour. Mais à l'adolescence, les choses ont changé. Chacun s'est développé différemment. Les plus en forme sont devenus grands et forts. Ils étaient supérieurs physiquement. Brusquement, il ne suffisait plus d'avoir de la personnalité pour mener le groupe. Il me fallait d'autres arguments pour maintenir mon statut au sein de la meute. Il faut donner le meilleur de soi pour l'emporter. Il faut acquérir l'expérience nécessaire pour savoir comment se comporter dans l'adversité. C'est essentiel et formateur. Le sport joue un rôle déterminant dans ce domaine. Il faut pouvoir se mobiliser et se concentrer pour atteindre son objectif. C'est ce que nous enseigne le sport. La Maison-Blanche de Moscou est le siège du Premier ministre. Aujourd'hui, le cabinet ministériel se réunit. Vladimir Poutine arrive généralement lorsque son équipe a déjà pris place. Ses ministres le savent. Sous le régime soviétique, l'anti-autoritarisme n'était pas vraiment un concept pédagogique. Les choses n'ont pas réellement changé dans la Russie moderne. Les professeurs tiennent l'estrade et font la leçon. Les rôles sont clairement définis depuis l'époque des tsars. D'un côté, les enseignants, de l'autre, les élèves. Mais aux grandes dames de ses conseillers, Poutine n'abuse pas de son pouvoir de nommer et de révoquer. Il reste loyal envers ceux qu'il a choisis, au point de garder certains ministres même lorsqu'ils deviennent impopulaires. La force de Poutine réside dans sa capacité à ménager les intérêts des différents appareils du pouvoir. Notre cabinet est composé de deux groupes. Le premier veut que l'État étende son influence sur l'économie à travers une réglementation accrue et des investissements publics. L'autre, l'aile plus libérale, soutient les modèles de marché traditionnels et la libre entreprise. Elle veut que le gouvernement crée des règles de transparence. Dès le début de sa carrière politique, Vladimir Poutine a souhaité jouer le jeu et être considéré comme un acteur équitable, même après l'effondrement de l'Union soviétique. En 2001, à l'occasion d'un discours prononcé devant le Parlement allemand, il regrette qu'après l'engouement initial pour la nouvelle Russie, les Occidentaux soient retombés dans leur travers. Aujourd'hui, certaines décisions sont prises sans nous. On ne nous sollicite que pour les soutenir.
J'entends souvent dire que sans la Russie, il serait impossible de les mettre en pratique. Ma question est simple. Est-ce normal? Est-ce là un véritable partenariat? Nous n'avons pas encore appris à nous faire mutuellement confiance. Malgré la multitude de discours doux à l'oreille, nous sommes toujours en opposition les uns par rapport aux autres. Tantôt nous demandons de la loyauté envers l'OTAN, tantôt nous discutons sur l'utilité de son élargissement. Nous n'arrivons toujours pas à nous entendre sur les problèmes de la défense antimissile. Et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres. Lorsque l'OTAN installe des missiles près de la frontière russe, la Russie se lance dans une démonstration de force et entreprend son réarmement. L'OTAN affirme que son bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Russie, mais contre l'Iran. Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Pourquoi sommes-nous inquiets? Ces radars et ces systèmes de défense couvrent notre territoire jusqu'en Oural. Ils neutralisent une partie de nos armes nucléaires terrestres qui sont la base de notre potentiel de défense. Tous les experts le savent. Ensuite, on vient nous dire « Ne vous en faites pas, nous n'utiliserons pas ce dispositif contre vous. Nous, on est les gentils, on est honnêtes. » Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que j'ai rigolé. Monsieur le Président, les États-Unis peuvent-ils avoir confiance en cet homme? Je vais vous répondre. J'ai regardé cet homme dans les yeux. J'ai trouvé son regard franc et digne de confiance. Nos échanges m'ont donné un bon aperçu de son âme. J'estime que c'est un être honnête et sensible. Mais il était président des États-Unis et devait accomplir son devoir. Il a fait ce qu'il pensait être juste, ce que les experts qui l'entouraient pensaient être juste. Cela étant dit, j'estime qu'il s'est souvent trompé. Moscou célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. Le cauchemar de Poutine serait que la désagrégation de la Russie qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique se poursuive. Il refuse d'envisager que la Tchétchénie ou d'autres républiques russes puissent devenir indépendantes et ainsi causer la perte de l'une des plus grandes nations du globe. Afin d'entretenir la grandeur de la Russie, il est prêt à faire la guerre, à accepter la mort de nombreux soldats russes, mais aussi de milliers de civils. Nous avons payé le prix fort. C'est une chose dont on se souvient toute une vie. Mais je suis convaincu que si nous n'avions pas pris une position aussi radicale à l'époque, nous aurions fait preuve de faiblesse. Les conséquences auraient été épouvantables et les victimes seraient beaucoup plus nombreuses. La Russie aurait été le théâtre sanglant de guérillas interminables. Nous aurions connu une seconde Yougoslavie. Vous n'avez pas une formation de diplomate? En effet. Vous utilisez des bombes à fragmentation qui tuent des milliers de personnes.
Ne pensez-vous pas qu'à défaut d'éradiquer le terrorisme en Tchétchénie, c'est le peuple tchétchène que vous allez éradiquer? Vous voulez devenir un islamiste radical et vous faire circoncire? Venez à Moscou. Nous sommes une société multiconfessionnelle avec de très bons experts. Je vous ferai circoncire de telle sorte que rien ne repoussera. J'ai étudié ici. C'est l'université de Saint-Pétersbourg, autrefois Leningrad. Je travaillais dans ce bâtiment. Dès son plus jeune âge, le fils d'ouvrier rêve de travailler pour le KGB, le service de renseignement de l'Union soviétique. Il veut appartenir à cette élite mystérieuse et voyager dans d'autres pays pour le compte de ses compatriotes. C'est ce qui le pousse à suivre des études de droit. Je savais que pour rejoindre le renseignement ou le contre-espionnage, il fallait être altruiste, comme on disait à l'époque. Il fallait être prêt à tout sacrifier au nom de grands idéaux, même au prix de sa vie. C'était ma motivation première. J'ai dit, je suis musicien, je joue du violoncelle, je compose et je connais ce domaine. Et toi, en quoi consiste ton métier? J'imagine que tu assures le maintien de la loi et de l'ordre. À moins que tu ne protèges quelque chose ou que tu ne poursuives des criminels. Non, m'a-t-il répondu. Je suis un expert en individus, en comportement humain. C'était inutile de le questionner sur son travail. Si quelqu'un admet travailler pour les services secrets, c'est qu'il n'a rien à y faire. Avez-vous dit à votre femme que vous étiez un agent du KGB avant de l'épouser? Elle n'a rien su pendant longtemps. Je lui ai dit plus tard, naturellement. Après tout, elle avait le droit de savoir qui elle avait épousé. Poutine reste basé 5 ans à Dresde, en Allemagne. Pendant ce temps, à Moscou, le paysage politique est en pleine mutation. De nouvelles figures viennent bousculer un politburo vieillissant. L'Empire soviétique vit ses dernières heures. On ne se rendait pas vraiment compte de ce qui arrivait. C'était un milieu très fermé. Même pour nous, membres de l'appareil de sécurité, il était difficile d'imaginer ce qui se passait dans les arcanes du pouvoir. Mais avec Gorbatchev, le changement s'est opéré, la perestroïka. Il n'y a pas qu'à Moscou que les choses changent. En Allemagne de l'Est, Gorbatchev impose la restructuration aux alliés de l'Union soviétique. Je traduis. Les seules personnes en danger sont celles qui n'ont pas réagi à la vie. Les difficultés ne doivent pas effrayer ceux qui façonnent leur politique en fonction des élans de la société. Tout cela est parfaitement normal. Les mots de Gorbatchev sonnent le glas de l'Allemagne de l'Est communiste. Dresde, quelques semaines plus tard. Le peuple ne se contente pas de descendre dans la rue. La foule prend d'assaut les locaux de la Stasi et fait irruption dans les bureaux du KGB. Nos instructions étaient claires. Ne pas intervenir, ne pas empêcher les citoyens est-allemands de résoudre leurs problèmes.
Je suis allé au-devant des gens pour leur demander ce qu'ils voulaient. Ils voulaient voir l'intérieur du bâtiment parce qu'ils pensaient qu'il appartenait à la Stasi. Je leur ai dit que c'était un bâtiment de l'armée soviétique. Et quand on m'a demandé pourquoi je parlais si bien l'allemand, j'ai répondu que je travaillais comme interprète. De nos jours, rares sont ceux qui aspirent à travailler pour les services de renseignement. Le poste d'agent secret ne fait plus rêver. L'Union soviétique s'est désagrégée il y a plus de 20 ans et la plupart des gens ne se sentent plus concernés. La situation de Poutine a changé, elle aussi. Mais rien ne l'empêche de se remémorer cette époque révolue. L'homme a su s'affirmer dans le contexte difficile des années 1990. Aujourd'hui, il reste un acteur essentiel de la vie politique, signe d'une confiance en soi hors du commun. Poutine a réussi. Il refuse d'admettre la défaite. Après tout, les conflits sociaux qui agitent Moscou ne sont pas représentatifs de la Russie. Poutine sait que les élections se gagnent dans les régions rurales. Il sait aussi qu'il n'aura jamais son profil sur les réseaux sociaux. Les chefs du parti Russie Unie sont en réunion. Le programme du parti peut se résumer en 2 mots. Vladimir Poutine. L'homme dirige un parti dont il n'est même pas membre. Une singularité qui n'est sans doute possible qu'en Russie. Aujourd'hui, fort de ses récentes victoires, Poutine encourage ses troupes. Il évoque aussi les actions à mener. La situation est critique. Les sondages sont au plus bas depuis que l'opposition a accusé le parti au pouvoir de n'être qu'un ramassis d'escrocs et de voleurs. Cette réunion au sommet n'a qu'un seul objectif, démontrer que le parti est encore soudé. Mais ses dirigeants ne s'attendaient pas à un court-circuit dans leur propre fief. C'était le plus fervent supporter de Vladimir Poutine. Boris Nikolaïevitch Eltsine, le président combatif aux ambitions démocratiques, n'est plus. Il avait pris Poutine sous son aile lorsque ce dernier était entré au Kremlin comme conseiller en 1996. Août 1991. Certains apparatchiks du Parti communiste russe jugent que la politique d'ouverture pratiquée par Gorbatchev va un peu trop loin. Il fomente un coup d'État avec le soutien du KGB. Ce sera le moment de gloire de Boris Eltsine, qui s'oppose aux putschistes, permettant le retour de Gorbatchev au pouvoir. Mais pour la première fois, Poutine émet des doutes quant à son propre rôle. C'était une période très tendue. Au moment du coup d'État, j'ai pris conscience de mon double rôle. D'un côté, j'étais un proche conseiller d'un dirigeant de l'opposition démocratique. Mais dans le même temps, je n'avais pas quitté le KGB et cet organisme avait soutenu activement le putsch. Ce double rôle était simplement intenable. J'ai donc demandé à être relevé de mes fonctions au KGB sans savoir ce qui allait se passer. Pour beaucoup de gens, le séisme engendré par la perestroïka est un désastre. Les structures de l'État ne fonctionnent plus et de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à survivre. C'est ce qui pousse Vladimir Poutine à chercher un nouveau poste dès son retour d'Allemagne de l'Est. Tout le monde pouvait voir que l'Union soviétique était sur le point de s'effondrer. Son sort était scellé.
Plus rien ne garantissait la pérennité des services de sécurité de l'État. On parlait de coupes budgétaires et naturellement j'ai songé à mon avenir. Je m'en souviens très bien. J'avais 2 enfants à nourrir. Je me suis dit, j'ai une formation universitaire. J'ai fait des études de droit. Leningrad redevient Saint-Pétersbourg en septembre 1991. Poutine obtient une permission spéciale du KGB pour y occuper un poste à l'université d'État. Anatoly Sobchak, son ancien professeur à la faculté de droit, devenu maire de Saint-Pétersbourg, lui propose alors de l'intégrer dans son équipe. C'est un partisan de la perestroïka et un ami d'Eltsine. Il m'a proposé de le rejoindre. J'ai écouté ce qu'il avait à dire et j'ai répondu « J'aimerais travailler avec vous, mais je crains que ce ne soit pas possible. Je ne suis pas simplement conseiller du recteur de l'université. Je suis un officier du service de renseignement extérieur du KGB. » Quoi qu'il en soit, Poutine se lance dans une nouvelle carrière et devient premier adjoint de Saint-Pétersbourg 3 ans plus tard, en 1994. C'était une époque très difficile à Saint-Pétersbourg. Vers la fin 1991, l'Union soviétique s'était désagrégée. La Russie n'existait pas encore et il n'y avait aucune structure d'État. La criminalité était répandue, tout comme la corruption. Poutine, fort de son expérience d'agent du renseignement, a déployé beaucoup d'énergie pour travailler avec les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Il était très bien renseigné et il contrôlait la situation. Sobchak lui faisait confiance, mais à Saint-Pétersbourg, les gens le craignaient. Nous devons réagir de manière appropriée. Si les criminels nous attaquent, la police ne doit pas essayer de les contenir, elle doit faire preuve de brutalité. C'est le seul moyen de combattre le crime. Pour chaque policier tué, il faut fusiller 10 criminels, dans le cadre de la loi naturellement. Au moment de nous endormir, j'ai remarqué qu'il avait une arme à côté de lui. Je lui ai demandé ce qu'il faisait avec, et il m'a répondu « Même si ça peut paraître dérisoire, sa présence me rassure. » Compte tenu de ses activités, il était toujours sur le qui-vive et redoutait d'être la cible de criminels. Sa réaction était pragmatique. C'est pourquoi il s'était procuré ce fusil à pompe. En 1996, Sobchak perd les élections municipales de Saint-Pétersbourg. Poutine se retrouve de nouveau sans emploi. Cette fois, il s'oriente vers Moscou, la capitale. Le 1er août 1996, je suis devenu directeur adjoint du cabinet présidentiel lorsqu'Eltsine a remporté l'élection. Je savais que Poutine cherchait un poste, alors je lui ai suggéré de rejoindre l'administration présidentielle. Poutine gravit rapidement les échelons du pouvoir dans une administration Eltsine chaotique. En 1998, il devient chef du FSB, le service fédéral de sécurité, les services secrets qu'il avait quittés quelques années auparavant à Saint-Pétersbourg. À l'époque, il y avait peu de hauts responsables aussi durs et entêtés. La situation était difficile, c'est la raison pour laquelle Poutine était si convoité. Après sa nomination à la tête du service fédéral de sécurité, son influence s'est considérablement accrue. Lorsque Poutine a pris la direction du FSB, il m'a appelé pour me proposer de travailler avec lui. Ce sont les dernières années de l'ère Eltsine. Cette réunion est essentielle pour faire des prévisions. Une administration caractérisée par ses nominations arbitraires et un fort taux d'alcoolémie. Vous n'êtes pas assis à votre place. Stepachin est le premier vice-premier ministre. Corrigez cette erreur. Changez de siège.
Sergueï Vadimovitch Stepatchine est le premier vice-premier ministre. Peu de temps après, Stepatchine devient Premier ministre. 89 jours plus tard, il est remplacé par Vladimir Poutine. Ma nomination au poste de Premier ministre a été assez étrange. Eltsine me convoque et me dit « Vous êtes nommé ». J'ai demandé pourquoi, il m'a répondu « Ce qui doit être, doit être ». Après 3 mois d'exercice, j'ai compris à quel point j'étais sous pression. Bonjour. Je ne vais pas m'asseoir, car je n'occuperai plus ce fauteuil bien longtemps. Ce matin, je me suis entretenu avec le président. Il a signé ma lettre de démission. Il m'a remercié pour le travail accompli et m'a révoqué. Mes fonctions seront assurées par Vladimir Poutine, secrétaire du Conseil national de sécurité et chef du FSB. Avant même qu'on ne me propose le poste, le président Eltsine m'a convoqué au Kremlin. Il m'a dit qu'il me considérait comme un Premier ministre potentiel et qu'à terme, il proposerait ma candidature pour la fonction de président de la Russie. Tout cela était assez inattendu et j'ai répondu que je ne pensais pas être destiné à occuper de telles fonctions. Il n'a pas cherché à me convaincre et s'est contenté de me dire « Nous en reparlerons, pensez-y ». Nous en avons reparlé plus tard et j'ai accepté. En 1999, Boris Eltsine parachute Poutine à la tête de la Russie. À peine installé dans son fauteuil de président par intérim, ce dernier signe un décret accordant des garanties au président sortant, mettant Eltsine à l'abri de toute poursuite judiciaire. Le prix du pouvoir. Demandez à Poutine. C'est normal. Depuis, Vladimir Poutine sillonne sans relâche le vaste territoire russe. Il traverse les 9 fuseaux horaires afin de s'assurer personnellement, si nécessaire, que tout est en ordre. Une tâche impossible dans un si grand pays. Poutine aime coller à ses principes et ne lâche rien lorsqu'une situation se complique. Il est capable de s'effacer au profit de la norme. Il doit gouverner pour le bien de la patrie. Un homme, une mission. Il ne s'occupe du reste que lorsque la situation l'exige et ne cède jamais à un quelconque sentiment de crise. Si vous êtes en bon terme avec lui, que vous coopérez et que vous êtes fiable, il ne vous décevra jamais. C'est une qualité très importante dans la vie, surtout en politique, notamment pour un homme. Ne pas être un traître, un lâche, et ne jamais laisser tomber ceux qui sont à vos côtés. Quels sont ses mauvais côtés? Je vous le dirai s'il n'était plus aux affaires. Il est difficile de le faire changer d'avis. Il ne pardonnera jamais à quelqu'un qui le trahit, qui lui ment ou qui l'insulte. Il n'oublie pas ce genre de choses. Les épreuves des années 1990 ont façonné Poutine, lorsque l'État a fait faillite et que quelques nantis ont pillé le pays. La situation était critique à l'époque.
Et les oligarques dont vous avez parlé avaient le dernier mot. Mais ce n'est pas tout. L'État et les institutions étaient très affaiblis. Cela m'est apparu très clairement lorsque je suis arrivé à Moscou. J'ai été révolté par ce que je voyais. Il fallait que j'instaure l'ordre. À peine élu président, Poutine invite les oligarques au Kremlin. Le message est clair. Désormais, ils devront rester à l'écart de la politique. Nous avons exigé certaines choses, en effet. J'ai demandé que tout le monde respecte la loi. Je voulais mettre un terme à l'exploitation de la Russie. Tout le monde a bien reçu le message. Mikhail Khodorkovsky a son propre plan. En quelques années, le milliardaire est devenu l'un des hommes les plus riches de Russie grâce à ses affaires parfois douteuses et quelques relations haut placées. Il mène une guerre ouverte contre le nouveau président et soutient financièrement l'opposition. Il mise sur l'Occident. Il entend vendre sa compagnie pétrolière, Yukos, la deuxième plus importante du pays, à un groupe américain. Il accuse le Kremlin de corruption. Poutine riposte en l'accusant de fraude fiscale. Les deux hommes se livrent un bras de fer sur fond de pouvoir. Le document suivant montre que la corruption coûte 30 milliards de dollars par an à la Russie, soit 10 à 12% de notre produit intérieur brut. Si nous parlions d'impôts, ou plutôt de fraude fiscale, vous et moi avons déjà évoqué le problème. C'est sans doute ce qui explique la forte demande en matière de contrôleurs des impôts. Quelques mois plus tard, Mikhail Khodorkovsky est arrêté pour fraude fiscale et condamné à 8 ans de prison. Ses avocats iront jusqu'à saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Lisez le verdict vous-même. Il y a un attendu dans la décision de la Cour de justice européenne qui dit noir sur blanc: la Cour n'a pas été en mesure de déterminer la moindre motivation politique dans l'affaire Khodorkovsky. Khodorkovsky a eu droit à un second procès en décembre 2010. 10 jours avant la décision, vous avez déclaré, ce qui est assez inhabituel pour un politique, que Khodorkovsky était coupable, quelle que soit l'issue du procès. Je voulais dire qu'il y avait déjà eu une décision lors du précédent procès et qu'elle était définitive. D'ailleurs, qu'ai-je dit exactement? La place d'un escroc est en prison. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Depuis, l'économie est devenue une préoccupation présidentielle, tout comme les faillites occasionnelles. C'est le cas de l'usine Proletarsky, un fabricant d'hélices de navires qui ne parvient pas à se maintenir à flot. Les employés et les dirigeants attendent le soutien de Vladimir Poutine. Ce dernier a déjà aidé une usine de ciment de la région qui avait été fermée par son patron du jour au lendemain à cause de profits insuffisants. Mais Poutine s'en est mêlé. Lorsque j'ai annoncé ma venue, ils s'agitaient tous comme des cafards. Ils ont pris tous ces ouvriers en otage par pure ambition, à cause de leur incompétence et de leur avidité. Il est question de la vie de milliers de personnes. C'est tout à fait inacceptable. Même si les propriétaires ne sont pas d'accord, cette usine rouvrira ses portes, avec ou sans eux. Est-ce que tout le monde a signé l'accord? Deripaska, vous avez signé? Je ne vois pas votre signature. Venez signer l'accord. Allez-y. Rendez-moi mon stylo.
Aujourd'hui, la détermination et les idées ne suffisent plus. Le monde de Poutine a atteint ses limites. C'est un constat qu'il a fait depuis plusieurs semaines. À présent, il veut redevenir président et se trouver un successeur dans les 6 prochaines années. Quelqu'un, dit-il, capable de représenter les intérêts nationaux de la Russie. Quelqu'un comme Vladimir Poutine. Mais il ne sera plus le seul à fixer les règles. Ses opposants ne se laisseront plus marcher sur les pieds. Le climat a changé. Ce soir, les Tigres, son équipe de hockey, ont subi une sévère défaite face aux Ours. Dans la perspective des batailles à venir, ce revers est tout juste l'occasion de lâcher un commentaire amer. Messieurs, étant donné que les Ours l'ont emporté, j'offre la tournée de bière. Après tout, la compétition est terminée.